Bonjour, bon après-midi ou bonsoir à tous et bienvenue dans le podcast de La Niche Aventure. Je suis Claire et je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode du podcast. Dans la vie, je suis éducatrice comportementaliste canin et créatrice de contenu sur Internet et ma mission, c'est d'aider un maximum de monde à comprendre son chien. Toutes les 2 semaines, je vous partage mes conversations avec des personnes passionnées autour des divers sujets du monde canin. Mes invités viennent raconter à mon micro les expériences et aventures qu'ils ont vécues avec leurs chiens, leurs réussites, leurs plus beaux moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées. Juste avant de lancer cet épisode, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à me soutenir financièrement sur Tipeee si vous le souhaitez, ou plus simplement à vous abonner et à laisser 5 étoiles et un commentaire sympa sur l'émission dans votre appli de podcast préféré. Votre soutien m'aide énormément à faire connaître mon travail au plus grand nombre et je vous en remercie. Pour encore plus de découvertes, de conseils et d'inspiration, je vous invite aussi à vous abonner à ma newsletter en barre d'infos de cet épisode. Et je suis ravie de vous partager aujourd'hui ma conversation avec Christelle et Julien Roux. Christelle et Julien sont éleveurs de Jack Russell et de bergers australiens à l'élevage austral et boréal. Dans cette discussion, ils nous racontent leur parcours et leur philosophie vis-à-vis de l'élevage, mais surtout, ils nous partagent avec passion le programme d'éveil du chiot qu'ils mettent en place avec assiduité à chaque nouvelle portée. Nous avons également parlé de la vie des chiens sur l'élevage, de choix des chiots sur le tempérament et de toutes ces petites choses qui font qu'un élevage canin peut être éthique et vraiment respectueux du bien-être animal. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtiez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Christelle et Julien. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de vous accueillir à mon micro pour un nouvel épisode. Du coup, je vais laisser vous présenter. Qui êtes-vous ? Alors, je m'appelle Julien Roux, j'ai 40 ans, je suis éleveur et puis aussi prof en lycée agricole. Christelle Léglise-Roux, éleveuse à l'élevage austral et boréal depuis 11 ans maintenant, professeure en zootechnie également, mais moi plutôt sur la partie bovin, ovin. Et j'ai travaillé un petit peu pour les chiens guides, donc j'étais formatrice en zootechnie pour les moniteurs chiens guides d'aveugles. Ok, trop cool. Du coup, pour vous présenter de pourquoi vous êtes là aujourd'hui, vous êtes donc les éleveurs de Siobhan, donc mon petit chiot qui vient d'arriver il y a quelques semaines. Et donc, j'ai voulu vous interviewer aujourd'hui pour qu'on parle de l'éveil du chiot à l'élevage, parce qu'il y a déjà une bonne partie de la préparation du chiot à sa future vie qui se fait déjà à l'élevage. Donc, c'était ce sujet-là qu'on voulait aborder ensemble aujourd'hui. Vous avez plein de chiens. Est-ce que vous pouvez nous les présenter un petit peu ? Alors, on a en permanence 5 bergers australiens. Donc, on a Irwen, qui est la doyenne des Australiens. Voilà, retraitée, qui reste avec nous, qui sert de tantine aux portées, aux chiots. Voilà, elle guide un peu les femelles primipares. On a Jinka, qui est aussi retraitée. Alors, elle qui est plus dans le jeu, la joie et la bonne humeur. Voilà. Samy, qui est, elle, toujours une reproductrice en activité. Frankie, notre mâle. Et puis notre dernière petite chienne, une qu'on a gardée, qui est née à la maison, qui s'appelle Sanway. Voilà. Et enfin, on a 3 Jack Russell. Alors, on a la doyenne Azeda, et puis son fils et sa fille, Jaito et Marumbi. Et donc Azeda, bien sûr, est retraitée. C'est la doyenne de tous nos chiens, puisqu'elle aura 12 ans à la fin du mois. Et en fait, ensuite, on fonctionne avec des contrats d'élevage, c'est-à-dire qu'on a des chiennes qui vivent en famille et qui reviennent régulièrement à la maison, donc soit pour des visites, soit pour les vacances, on les garde. Et ensuite, elles font 1 à 2 portées chacune à la maison, donc ça permet en fait de ne pas avoir trop de chiens, nous, à la maison, et de leur garantir une super vie dans leur famille. Et de leur assurer aussi tout le reste de leur vie après les portées dans la même famille. Et ça, c'est important pour nous, puisqu'on essaye de garder un maximum de nos retraités. Donc savoir que nos chiennes en contrat vont rester pour toujours dans leur famille, c'est une bonne chose. Trop cool, trop bien. Du coup, avant de passer un peu sur votre travail d'élevage, je voulais revenir sur votre expérience antérieure avec les chiens, avant de commencer cet élevage, avant d'avoir du coup Azeda, qui est votre première. Est-ce que vous avez toujours grandi entouré de chiens ou est-ce que c'est venu un peu plus sur le tard ? Alors oui, c'est un peu ça. On avait tous les deux un papa chasseur. Et puis moi, j'ai eu, quand j'étais petit, la chance d'avoir 1 ou 2 portées de chiots à la maison. Et puis Christ, c'était pareil avec ton grand-père notamment. Et donc ouais, on a grandi entouré de chiens. Et puis
Et puis voilà, le plaisir est resté, on va dire. Voilà. Ok. Et donc du coup, plutôt chien de chasse, j'imagine, dans vos enfances respectives. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai vécu toute mon enfance avec des setters irlandais. Et ensuite, en fait, les jacks, c'est venu naturellement parce que je suis cavalière depuis l'âge de 10 ans. Donc, du coup, c'est un chien de cavalier par excellence. Donc, il y en a partout, en fait, dans les centres équestres, dans les concours. Et donc, du coup, j'avais toujours dit que j'aurais un jack. Et dès que j'ai eu l'opportunité, alors c'était un jack croisé, mais c'était quand même un format de jack. Elle pesait à peu près 5 kilos. Donc elle s'appelait Vicky. C'est un sauvetage dans un centre équestre. À 6 semaines, il voulait plus des chiots. Et du coup, j'ai dit que moi, je la prenais. Donc ça a été ma première chienne. J'avais 17 ans. J'ai ramené cette chienne-là à mes parents parce que, évidemment, j'étais encore en lycée. Je pouvais pas m'en occuper en permanence. Donc du coup, ils ont élevé la chienne pendant 6 mois. Et dès que j'ai eu un appartement, j'ai récupéré ma chienne que j'avais du coup quand j'ai connu Julien. Ok, trop cool. Et donc du coup, vous avez choisi du coup d'élever 2 races, donc qui sont le Jack Russell et le berger australien. Pourquoi avoir fait le choix de ces 2 races du coup? Donc le Jack Russell, on a compris que c'était un peu ta race de cœur découverte par le monde du cheval. Comment ça s'est fait du coup pourquoi vous avez choisi de l'élever et comment est-ce que ça s'est fait pour le berger australien? En fait, le berger australien, c'est dans la même idée parce que ma monitrice d'équitation en 2001 a commencé l'élevage de berger australien. C'était vraiment les débuts de la race en France. Et ouais. Quand j'ai vu ces chiens-là, je suis tombée instantanément amoureuse du physique, mais aussi de l'énergie qui dégageait, aussi du relationnel qu'on pouvait avoir avec, qui était quelque part plus simple que le Jack, puisque c'est un chien de berger, donc c'est un chien qui est quand même voué à faire un travail avec l'humain, et le will to please, c'est vraiment une caractéristique des bergers australiens. Et en fait, après, j'ai une excellente amie de l'époque qui a commencé à en élever aussi, et on voulait un deuxième chien depuis déjà, on y réfléchissait depuis 6 mois et on s'est dit, on va prendre un berger australien. Et donc, du coup, c'est comme ça que l'australien est arrivé dans nos vies et ça matche bien avec le Jack, en fait. C'est le même type de dynamisme, mais avec, chez l'australien, ce will to please qu'il y a quand même un peu moins chez le Jack, et chez le Jack, ce côté clown qui permet de rigoler toute la journée, quoi. Donc, l'australien, ça apaise un peu, et le Jack, ça remet ce côté un peu faut que je garde le relationnel avec mon chien. Voilà. Et après, comment on en est venu à élever, quand Vicky, donc la chienne que j'ai eue dans mon adolescence, est partie suite à un accident, on s'est dit on va reprendre un Jack. De toute façon, ça c'était la première des choses. Donc on s'est dit on va prendre une Jack Loff parce que peut-être qu'on essaiera de faire une portée et de la faire dans les règles de l'art. Et donc du coup on l'a prise en 2010. Elle s'appelle Félise, donc elle est plus à la maison parce qu'elle s'entendait plus du tout avec les autres Jacks. C'était vraiment très compliqué pour elle, donc pour son bien on a décidé de la placer. Donc elle a une super vie avec une personne retraitée et passe son temps sur le canapé. On a des nouvelles régulières, mais elle est bien mieux que quand elle était à la maison du coup. Okay. Et du coup en fait, Julien a été muté dans le lycée où il est actuellement et il est devenu professeur de zootechnie canine. Donc ça faisait déjà un moment qu'on s'interrogeait sur le fait de se lancer dans une première portée. Et là, ça a été le déclic. On s'est dit, on y va. Ça permettra aussi d'amener de l'expérience pour qu'il en donne à ses élèves. Donc voilà, on a passé le pas en 2012. Ok. Ouais, c'est intéressant parce que du coup, vos 2 expériences, que ce soit à la fois en tant que professeur et à la fois en tant qu'éleveur, se sont un peu construites en parallèle et en même temps, du coup, c'est ça? Exactement, c'est tout à fait ça. Okay. On avait déjà cette possibilité et en fait, ça a vraiment acté la décision, quoi. Et donc, ça s'est vraiment construit en parallèle. Après, on avait des connaissances forcément, parce qu'on a tous les deux suivi des formations en zootechnie. Donc, en fait, les mammifères, il y a quand même pas mal de choses qui fonctionnent de la même façon, peu importe l'espèce. Donc, on avait quand même acquis pas mal de connaissances zootechniques durant nos formations, dans nos métiers de prof, évidemment. Et après, on s'est vraiment formé sur le chien dès le départ. Et ça, c'est un point important
notre fonctionnement, c'est que la formation, ça nous passionne. Donc dès qu'il y a des possibilités de formation tout au long de l'année, on les fait, quoi. Que ce soit en visio, que ce soit au départ en présentiel. Bon, maintenant en présentiel, c'est plus difficile parce qu'il faut des fois se déplacer loin et la vie de famille fait que. Mais en tout cas, dès qu'on peut suivre quelque chose à distance ou lire, on n'hésite pas une seconde. Trop cool. Trop bien. Donc c'est hyper intéressant comme parcours. Du coup, quand vous avez commencé un petit peu cet élevage et jusqu'à aujourd'hui, j'imagine que votre vision a un petit peu évolué, mais je voulais revenir un petit peu sur ça, sur vos objectifs, vous en tant qu'éleveur et votre vision de l'élevage. Ça serait quoi un peu votre philosophie avec laquelle vous élevez des chiens? Alors la première composante de notre fonctionnement, c'est le bien-être animal. Ça, c'est depuis le début, c'est au cœur de nos objectifs. On voulait vraiment des chiens de famille, pas uniquement des chiens de reproduction. Donc nos chiens, ils vivent dans la maison, même si on fait des groupes parce que il y a des affinités entre certains chiens. On met un point d'honneur à ce que nos chiens ils passent du temps avec nous dans la maison chaque jour et qu'ils partent en vacances avec nous, qu'on fasse des balades tous les jours, enfin voilà, qu'ils aient une vraie vie de famille et qu'on ne soit pas juste éleveur. Donc ça, c'est notre premier objectif en tant qu'éleveur. Ensuite, depuis le tout début, ça a été la socialisation et l'éveil des chiots. Ça, c'est dès la première portée, en fait, ça nous a passionnés. Alors évidemment, on n'en est pas à ce qu'on faisait aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui se construit au fil des portées. Il faut aussi acquérir un maximum de connaissances et ça se fait pas du jour au lendemain. Mais en tout cas, c'était au cœur de nos attentes dès le départ. Donc voilà, ça c'est le deuxième point. Et le troisième point qui s'est aussi développé au fil des ans, mais qui est quand même rentré rapidement en compte, c'était le choix sur le tempérament, de donner le bon chien à la bonne famille. Donc ça, je pense qu'on l'a mis en place dès notre deuxième portée. Donc notre deuxième portée, c'était une portée d'Australien. Et on l'a développé au fil des ans. On a cherché comment faire mieux, comment mieux cerner le caractère de nos chiots, jusqu'à ce qu'on tombe, on en parlera à la fin, mais sur un test qui nous permet vraiment d'avoir des données objectives et fiables intéressantes. Ok, trop cool. Notre objectif, en fait, c'est de produire des petits chiots qui puissent aller dans des familles qui ont du temps pour s'en occuper. Donc du chien de compagnie mais plutôt active avec la pratique de sport canin. Alors plutôt, c'est souvent en loisir quand même, hein. Des gens qui veulent essayer beaucoup de choses avec leur chien, ça nous intéresse bien. On a aussi beaucoup de gens qui nous contactent pour faire de la médiation animale. Alors la médiation animale, c'est quelque chose qui englobe qui englobe assez large, on va dire. Donc on a pas mal d'infirmiers, des orthophonistes, des psychomotriciens. Enfin voilà, c'est assez vaste et c'est des projets qui sont intéressants. Et puis surtout, c'est des gens qui ont beaucoup de temps pour s'occuper de l'animal, quoi. On parle beaucoup de chiens de soutien émotionnel aux États-Unis et du coup, c'est des chiens. C'est pas vraiment de la médiation animale, c'est vraiment plutôt un support pour les humains qui sont un peu en anxiété et tout ça. Et en fait, on aimerait bien proposer des chiots comme ça, en fait, avoir vraiment des duos humain-canin où le chien aide l'humain à prendre confiance en lui, à calmer de potentielles angoisses, mais vraiment dans quelque chose d'assez léger, quoi. Et du coup, c'est pour ça qu'on a rajouté des tests sur le test APET, sur la compassion, depuis cette année, en fait, qu'on faisait pas avant. Ouais. Et voilà, essayer de déterminer les chiots qui pourraient aller vers ce type de projet. Ok, ouais, c'est hyper intéressant. Effectivement, on n'en parle pas encore beaucoup. Donc c'est chouette. Puis de faire ça avec éthique et respect du chien, c'est encore plus intéressant. Donc du coup, l'idée de cet épisode, c'était aussi un peu de détailler tout ce qu'on pouvait faire et tout ce qu'on ne voit pas forcément dans le travail que font les élevages de manière générale. L'idée, c'est donc, on va le mettre là, l'idée, c'est pas que ça soit culpabilisant pour les éleveurs qui pourraient peut-être nous écouter, mais plutôt inspirant. C'est vraiment ça la vocation de tout votre travail.
travail, de tout le partage que vous faites déjà premièrement, et puis de cet épisode aussi. Du coup, je voulais commencer un peu par, si on prend un peu dans l'ordre chronologique, vous, votre travail, il commence bien avant même l'arrivée des chiots. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? C'est quoi les grandes étapes sur lesquelles vous allez agir avant même que les chiots soient là ? Alors, une grande partie de notre travail, c'est ce qu'on appelle, nous, notre procédure d'éveil ou notre travail de familiarisation. Donc, ça commence avant l'arrivée des chiots, avec, bien sûr, déjà fournir un mode de vie sympa à nos chiens, qui soit dans un bon état d'esprit, en faisant attention au bien-être animal, puisque dès la gestation, en fait, les embryons, les fœtus sont capables de ressentir les émotions de la mère. Ouais. Donc, garantir des conditions de vie qui sont plutôt bonnes ou très bonnes, c'est déjà un avantage pour les futurs chiots. Et ce qu'on fait pendant cette période-là, qui s'appelle la période prénatale, on va dire dans les 2 semaines avant la naissance, on masse en fait tranquillement le ventre de la femelle. Donc ça, c'est des moments qui sont plutôt sympas. Alors par terre pour les Australiens parce qu'il fait chaud, et puis sur le canapé pour les Jacks parce qu'il faut quand même un peu de confort. Et ouais, voilà, on palpe gentiment le ventre. Le but, c'est d'entre guillemets déranger la position du fœtus pour qu'il joue un peu des coudes pour se repositionner, et ça amène en fait quelques bienfaits comme une meilleure tolérance en fait au contact et à la manipulation quand ils vont naître, et puis surtout procurer un environnement cool et sans stress pour la mère, puisque ça serait ce sentiment-là en fait serait préjudiciable pour les chiots. Voilà. Ok, hyper intéressant. Et puis effectivement, vous parliez du mode de vie des parents. Je trouve que ça, c'est un critère dont on entend assez peu tenir compte dans les élevages. Et c'est vrai que souvent, on voit souvent des chiens en chenille. Alors, pour des raisons pratiques, des raisons de choix aussi, ça dépend. Il y a 1000 façons de faire ça. Mais je voulais revenir là-dessus sur l'importance d'avoir des parents qui sont déjà intégrés dans une vie de famille. Pour les chiots, je pense que ça a ça fait une vraie différence pour les chiots, je pense, par la suite, d'avoir des parents qui sont déjà résilients face à leur environnement, qui voient des choses et qui sont pas forcément tout le temps enfermés ou sous-stimulés. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez pu constater, des différences que vous avez pu constater ou pas. Alors ouais, ça c'est très important, notamment pour la femelle, parce que le mode d'élevage qui existe, en fait, c'est surtout la femelle qui est au contact avec les chiots, et le mâle beaucoup moins. Ouais. Donc c'est vrai que d'un point de vue génétique, le caractère du mâle a de l'importance, parce que s'il transmet vraiment un tempérament plutôt apeuré ou anxieux, ça va quand même se ressentir sur les chiots. Ouais. Mais celle qui a le plus d'importance, c'est quand même la mère, parce que c'est elle qui reste au contact des chiots. Les chiots vont apprendre à son contact par imitation. Donc si la femelle est plutôt stable, bien équilibrée, bien codée, ça va quand même beaucoup mieux se passer. Ouais. Après, nous, ce qu'on fait aussi pendant la procédure d'éveil, Christelle le détaillera, c'est qu'on utilise en fait nos retraitées ou celles qui sont productrices, qui viennent comme soutien pour aider notamment les femelles primipares, celles dont c'est la première fois qu'elles s'occupent d'une portée. Mm. Et ça permet, comme on a une petite vie en meute, entre guillemets, les chiennes se tolèrent, les chiennes s'acceptent, et c'est pas toutes les chiennes qui vont... c'est assez rare qu'une chienne, normalement, laisse rentrer les autres dans la caisse de mise bas, et nous, ça se fait quand même globalement très souvent. Oui, parce qu'ils ont une vie de famille, comme tu disais tout à l'heure, où en fait, ils sont habitués à vivre ensemble, à avoir les stimulations de la maison, voilà, ils ont un vrai cocon familial, donc forcément, elles ont créé des liens qui sont quand même très importants, et ça s'en ressent quand on élève des portées... où elles peuvent s'occuper à plusieurs des chiots. Ouais, le meilleur exemple, c'est Yerwan qui a presque 10 ans maintenant. Qui a 10 ans. Qui a 10 ans, ouais. Et qui, en fait, c'est sa grande passion, quoi, c'est s'occuper des petits. Quoi. Elle nettoie les petits des autres chiennes, elle joue avec... c'est un modèle en fait en termes de qualité maternelle. Je pense qu'il n'y a pas au-dessus, quoi. Voilà. Et du coup, on la sollicite de temps en temps pour donner un coup de main, pour montrer comment nettoyer les chiots. Et c'est vrai qu'elle est fort utile pour faire ça, quoi. C'est chouette.
Trop beau. Ok, donc ça, c'est donc pour l'avant-naissance. Du coup, après la naissance, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites de plus ou de moins que d'autres? Alors, le programme commence donc du coup un peu avant la naissance. Dès qu'il y a eu la naissance, il se poursuit de manière plus intensive, entre guillemets. Hormis les pesées quotidiennes et les manipulations quotidiennes pour vraiment vérifier que tout aille bien, à partir du 3e jour de vie et jusqu'au 16e jour, en fait, on met en place 2 programmes. Le premier programme, c'est un programme de stimulation neurologique précoce et l'autre, c'est un programme de stimulation olfactive. Donc tous les jours, pour le programme de stimulation neurologique, on va appliquer 5 petits exercices de manipulation au chiot. On va stimuler certaines parties du corps, on va le mettre dans certaines positions, on va l'exposer à un peu de fraîcheur et un peu de chaleur. Voilà, le détail des exercices est sur notre site. Vous pourrez aller jeter un coup d'œil avec des vidéos. Et en fait, ce programme dit Biosensor permet d'augmenter les facultés cardiovasculaires du chiot. Ça amène une meilleure résistance aux maladies infectieuses, une meilleure tolérance au stress. Et ça permet d'obtenir des chiots qui sont plus rapidement mobiles et adaptables en fait, à leur future vie. Voilà. On a le programme de stimulation olfactive. Alors là, en même temps, on propose au chien une nouvelle odeur tous les jours. Et alors, simplement sur quelques petites secondes, et on note juste sa réaction, quoi. Donc on présente des choses qui sont végétales, animales, minérales, peu importe du moment que ça a une odeur, et pour un chien tout a une odeur. Donc c'est parti, on présente et on regarde un peu leur réaction. Et ça leur permet d'enrichir en fait leur panel d'odeurs, de stimuler ce sens qui est extrêmement important pour eux, et puis d'augmenter leur faculté olfactive à l'avenir. Voilà. Voilà un peu pour ce programme qui est sur la phase néonatale qui se terminera à l'ouverture des yeux aux alentours du 12e ou 15e jour. Et du coup, à partir de l'ouverture des yeux, donc là, c'est un peu la grande vie qui commence doucement. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Donc, on parlera de l'importance de rester au contact de la maman parce que c'est quand même elle qui fait modèle dans la découverte de tout ça. Mais globalement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que l'éveil se passe au mieux? Alors, juste après l'ouverture des yeux, en fait, dans la frise de développement comportemental du chiot, on passe dans la phase de transition. Cette phase de transition, elle porte super bien son nom, puisque effectivement, à l'ouverture des yeux, on pourrait se dire, les chiots voient. Alors, on va dire non, ils commencent à percevoir de manière visuelle. Ils ont un champ de vision qui est très restreint et qui se développe assez rapidement. Et jusqu'à 3 semaines environ, cette phase de transition dure et elle s'arrête au premier sursautement des chiots. Donc on fait un test de sursautement pour vérifier la capacité auditive cette fois. Voilà. Donc dans cette phase-là, le chiot va arrêter de ramper et essayer de commencer à se tenir debout sur ses 4 pattes et commencer à avancer. Et on voit vraiment l'évolution qui est assez rapide. Au début, ils se lèvent et puis ils vont tout droit. En fait, ils n'arrivent pas à marcher et tourner en même temps. Ils sont obligés de s'arrêter pour tourner. Et après, donc ça dure à peu près 1 semaine, 10 jours, en fonction de certains chiots, puis déportés. Après cette phase de transition, on attaque la phase de socialisation et Christelle va vous en parler. Ok. Alors, c'est quoi cette phase de socialisation, Christelle? Alors, la phase de socialisation, ça commence, comme on vient de le dire, à la fin de la période de transition, c'est-à-dire vers environ 3 semaines, et ça dure jusqu'à 14 à 16 semaines, donc c'est variable en fonction des individus et en fonction des races aussi. Et donc, c'est une phase qui est extrêmement importante puisque c'est la période pendant laquelle les chiots vont acquérir les comportements qui sont spécifiques à l'espèce canine, donc de manière à pouvoir mettre en place des relations avec d'autres chiens, rencontrer des espèces avec lesquelles ils vont pouvoir avoir des relations sociales, donc évidemment l'homme, mais aussi d'autres espèces comme les chats, les chevaux, les lapins, et apprendre à se contrôler, à communiquer et à gérer ses émotions et son stress. Les scientifiques estiment qu'une semaine de vie d'un chiot, c'est équivalent à 6 mois de développement pour un humain. Donc ça montre à quel point cette phase, elle est condensée, elle est importante, mais aussi où on a des choses à faire
et on peut pas se louper dans le timing en fait. Ça c'est quelque chose d'important en élevage, c'est que il y a tout qui va être condensé sur des points précis. Donc ça veut dire énormément de travail à certains moments aussi. Oui. Et si on loupe ces phases, on loupe quand même beaucoup de choses au final. Donc du coup, pendant cette phase de socialisation, on a donc 3 process. Donc la socialisation, parce que quand on parle de socialisation, c'est un peu un abus de langage, on met un peu tout dans la socialisation, mais vraiment, la vraie socialisation, c'est l'apprentissage et le développement des relations entre les chiens. Donc l'imprégnation à l'espèce canine, l'apprentissage des modes de communication et aussi le fait d'être apte à cohabiter avec d'autres chiens. Ensuite, donc pendant cette phase de socialisation, on a aussi la familiarisation aux autres espèces. Du coup, on ne peut pas appeler socialisation, qu'on appelle bien familiarisation. Oui. Et enfin, la familiarisation à un maximum de lieux différents, de textures. Enfin, le but du jeu, c'est d'utiliser les 5 sens du chien et d'arriver à leur montrer beaucoup de choses différentes de manière à ce qu'ils aient des références qui soient assez hautes et qu'ils puissent s'en servir après la fin de la socialisation pour vraiment confronter ce qu'ils vont voir à toutes ces références qu'ils ont acquises pendant la période de socialisation. Et tant qu'on ne dépasse pas en fait, ces références, on va avoir un chien qui va rester stable émotionnellement. Et c'est pour ça que c'est important de leur avoir montré un maximum de choses, parce que du coup, le seuil va être tellement haut que normalement, on va avoir une stabilité en permanence. Tu aurais des exemples de choses que vous mettez en place, par exemple, sur cette phase-là ? Alors oui, on met pas mal de choses en place, donc je ne vais pas tout citer, mais je vais citer les principaux. Donc déjà, ce par quoi on commence, étant donné qu'à 3 semaines, les chiots entendent, donc on le vérifie avec le test de sursautement, on met tout de suite en place un environnement auditif stimulant. Donc ils passent dans le salon, parce qu'avant ils sont dans une nurserie quand même un peu à l'écart, il faut quand même que la chienne soit un peu tranquille, donc il y a du passage, mais voilà, il faut quand même qu'elle ait un peu l'impression d'être dans un cocon. Donc dès que les chiots entendent, on les passe dans le salon, et là on a un grand salon, parce que l'achat de la maison, il s'est aussi fait sur un salon de 60 mètres carrés, trop bien, on va pouvoir avoir les chiots dans le salon. Voilà, ça c'était la condition. Donc le parc, en fait, il est dans le salon, et le salon est ouvert sur la cuisine, donc il y a tout le temps du bruit, c'est vraiment le lieu de vie comme pour beaucoup de gens. Donc on a tous les bruits de la cuisine, l'aspirateur, on a la télévision qui est dans le salon, on a la Sonos qu'on met, où on met de la musique, mais où aussi on en profite pour mettre des bruits qu'on entend moins souvent, l'orage, les bruits de la ville, parce qu'on habite quand même à la campagne. Le train, enfin voilà, on essaye de proposer un maximum de sons différents pour augmenter ces références dont on parlait tout à l'heure. On met aussi un environnement tactile, odorant et coloré dès 3 semaines, donc on essaye de mettre un maximum de textures, des jouets, des choses suspendues pour qu'ils puissent avoir des choses qui viennent sur leur corps, les toucher, enfin voilà, qu'ils soient désensibilisés en fait à tout ça. Ce qu'on peut faire d'autre à partir de 4 semaines, c'est commencer à introduire des adultes, des chiens adultes en plus de la mère, donc bienveillants. Ça, c'est la première des choses, parce qu'on a des chiennes qui tolèrent moins de choses, donc elles sont un peu plus intéressantes pour la suite, mais au début, un chiot à 4 semaines, il sait à peine se servir de ses pattes. Voilà, faut mettre une chienne qui tolère en fait les chiots un peu pâteaux qui vont leur tomber dessus alors que c'était pas trop prévu. Enfin voilà, donc on met des chiens adultes et on essaye après d'en introduire de sexe et de tempéraments différents tout au long des semaines qui passent ici. Et enfin, à l'âge de 5 semaines, là c'est vraiment le début de la grosse partie du programme. C'est le moment où il commence à sortir. Donc là, on peut sentir un maximum de choses. Il y a l'herbe, il y a des petites choses sur lesquelles on peut grimper. Enfin voilà, c'est là où ils commencent un peu à prendre de l'assurance. Ils peuvent commencer à résoudre des défis. Ils vont pouvoir commencer à se familiariser avec beaucoup d'humains aussi à partir de 5 semaines. On essaye de faire passer un maximum de monde, des enfants, des personnes avec des cheveux longs, des personnes avec des cheveux courts, mais des gens par contre qui savent manipuler les chiots. Le but du jeu, c'est quand même de créer des associations positives. En fait, la socialisation, c'est créer des associations positives, parce que les chiots, ils marquent énormément pendant cette période-là. Donc si on se loupe, clairement, ça risque de rester
pour toute la vie, quoi. Ouais, Donc ouais. voilà, on fait passer beaucoup de gens, mais des gens qui vont pas mettre les chiots dans de mauvaises conditions. Après, on fait des trajets en voiture, on peut aussi utiliser des chiens qui sont extérieurs à l'élevage, parce que l'espèce canine étant une espèce où il y a des phénotypes extrêmement différents. Par exemple, entre un bulldog et un berger australien, il y a quand même une sacrée différence. Ouais. Et donc du coup, si on peut, on essaye de montrer des chiens de races différentes. Donc pas de jack, pas de berger australien. Ça, c'est pas toujours réalisable, mais si on peut le faire, on le fait. Après, un de nos trucs phares aussi, c'est d'emmener les chiots en poussette dans les villes ou dans les marchés. Donc le but, c'est qu'ils soient pas en immersion et que tout le monde vienne leur sauter dessus, parce que ça, c'est un peu le souci. Bah oui, un chiot, c'est mignon, donc quand on l'a dans les bras, il y a tous les gens au début qu'on le faisait qui nous sautaient dessus dans les marchés, et ça, bon voilà, c'est pas quelque chose qui est bon pour le chiot. Donc du coup, le fait d'avoir la poussette, ça les protège. On prend toujours la mère. Donc si c'est l'australienne, on la prend en longe à côté. Si c'est une jack, on la met carrément dans la poussette avec. On met plein de sabots de veau. Enfin voilà, ça permet aussi d'avoir un environnement un peu reproduit comme s'ils étaient à la maison, mais ils sont dans un nouvel environnement avec le bruit des voitures, le bruit du marché, les gens qui crient, les gens, plein d'odeurs. Et donc ça leur amène aussi énormément de choses en termes de familiarisation. Ouais, c'est hyper intéressant et je trouve que c'est bien amené en plus parce que c'est vraiment mis par petites touches. En fait, c'est, on va dire, entre guillemets, naturel pour eux. On n'est pas sur une séance, ok, alors maintenant il est telle heure, on va faire 15 minutes de trucs. C'est vraiment intégré, incorporé en fait dans leur vie très, très doucement et je trouve ça très, très cool. Et tu citais l'exemple de la poussette pour aller découvrir les marchés, les villes, etc. Enfin, je trouve que c'est un truc génial parce qu'en fait, ils sont effectivement dedans sans être immergés complètement dans l'environnement. Enfin, voilà, pour ceux qui auront suivi ce que j'ai fait avec Siobhan quand elle est arrivée, typiquement, moi, j'avais investi dans un petit sac à dos, en fait, un peu grillagé, où en fait, pareil, elle a pu découvrir plein d'environnements, plein de trucs comme ça, en étant là, sans être tout à fait là. Et donc, une fois qu'elle a été jetée dans le grand bain, c'était vraiment tranquillou et naturellement. Et puis, elle a appris à revenir aussi dedans. Donc, ça, j'ai trouvé ça vraiment hyper cool de faire cette démarche-là. Ça m'a beaucoup inspiré pour la suite, d'ailleurs. Donc, c'est vraiment cool. Et oui, encore une fois, ce côté incorporé dans leur vie, progressivement, je trouve ça vraiment chouette. Pour ce qui est du coup un peu de la prééducation, je sais que vous faites aussi pas mal de travail sur ce qui va être sur les interactions avec les chiots pour qu'ils soient un peu prêts à la grande vie qui les attend une fois qu'ils seront dans leur famille. Est-ce que vous pouvez nous citer un peu, nous parler un peu de ce que vous faites au niveau de la prééducation ? En fait, on essaye de mettre en place déjà la propreté. Ouais. Alors, le chien, comme tous les animaux, ils ont plutôt vocation à rester propres. Hein. Donc, si on leur propose une alternative pour rester propre, ils la saisissent. Ouais. Donc, nous, on essaye de leur laisser le plus souvent possible un accès à l'extérieur à partir de 4-5 semaines. Et spontanément, en fait, assez rapidement, les chiots sortent pour aller faire leurs besoins dehors. Voilà. Donc ça implique que oui, souvent on laisse la porte du salon ouverte avec un accès direct sur le parc et du coup ils vont dehors dedans sous la surveillance de maman bien sûr. Et c'est aussi pour nous un travail un peu d'astreinte au quotidien, c'est que on est en train de regarder un film, ils sont tous en train de dormir à l'intérieur, il y en a un qui bouge une oreille, il y en a un deuxième, on arrête le film, on ouvre la porte et tout le monde va dehors et là en fait des fois on a 7 Australiens qui sortent et ils se mettent tous à faire pipi en même temps quoi. Voilà, ils sont tous dans la pelouse, bon là c'est bon, c'est sauvé, hop. Et puis ça demande un petit peu de surveillance et d'attention au quotidien. Après, on peut parler aussi de l'inhibition à la morsure. Donc, c'est le fait que le chien soit conscient que quand il mord dans quelque chose, ça peut faire mal, si c'est quelque chose de vivant. Donc ça, le plus grand des alliés, c'est la maman. Ouais. Et l'autre grand allié, on ne s'en rend pas compte, en fait, c'est les frères et sœurs. En fait, quand un chiot mord un autre,
celui-là qui se fait mordre souvent hurle de douleur. Et en fait, le chiot qui mord ne se rendra compte que ce cri est synonyme de douleur que quand lui-même il sera fait mordre. Okay. Donc, entre guillemets, il y a un aspect où le jeu, les petites bagarres qu'ils font servent aussi à l'inhibition, à la morsure. Et ensuite, la mère vient on va dire, tempérer certains comportements en intervenant quand les bagarres vont trop loin ou quand le chiot joue trop violemment avec la mère. Voilà. Et nous, après, en tant qu'éleveurs, il faut qu'on transfère cet apprentissage sur nos doigts à nous et sur nos bas de pantalon et aussi sur notre petite fille de 3 ans qu'on doit un peu protéger quand même. Et donc du coup, quand les chiots commencent à essayer de vouloir mordre, on voit que dans leurs yeux ça va commencer à mordiller. Hop, on commence tout de suite à détourner le comportement et on laisse surtout pas s'installer. On présente pas nos doigts aux chiots quand on vient au contact parce que souvent ils mordillent. Et puis, nous, les chiots qu'on a, finalement, nous mordillent très très peu, quoi, hein. Enfin, pratiquement pas. Voilà. Après, par contre, quand ils vont dans leur famille, c'est quelque chose qu'il faut aussi gérer pour les familles, le mordillement. Et voilà, tout ce qu'ils vont découvrir de nouveau, ils ont tendance à le prendre en gueule. Voilà. Donc, on essaye de mettre ça en place. Après, on peut parler de la solitude. Et c'est un apprentissage qui nous semble obligatoire, hein, même si les gens sont en permanence à la maison ou qui veulent travailler avec le chien ou aller au boulot avec le chien. Il y a quand même des moments où le chien, il faut qu'il sache rester seul et s'occuper seul. Voilà, donc on essaye tranquillement de le mettre en place, de les séparer sur des temps ponctuels de la fratrie et de leur maman. Donc au début, on enlève la maman, on les laisse simplement juste les chiots ensemble, et puis après on fait des groupes de 2, on fait des groupes de 3, on en met 2 dans la cuisine, on en met qu'un seul dans la cuisine mais avec un autre adulte. On peut en laisser, on laisse toute la portée dans le parc sauf un qu'on met, alors le parc extérieur on met toute la portée, et le parc de la maison on met juste un chiot avec son harnais, et puis il voit à travers les grilles du parc nous, et puis peut-être un autre chien. Voilà, donc on y va gentiment comme ça. On fait aussi de l'apprentissage de la cage de transport. Alors au début par 2, comme ils sont petits, ça va, ils ont quand même assez de place. Et puis voilà, toujours avec de l'occupation, des friandises qui peuvent mâcher, et des jouets d'occupation, quoi. Voilà. Ouais. Et c'est ce qui permet d'amener tranquillement l'apprentissage de la solitude. Autre petite indication de la prééducation, on leur apprend le port du collier et le port du harnais. Donc on installe le collier, on le met un petit peu, on l'enlève, on enlève un petit peu, on le remet un peu plus longtemps, et ainsi de suite. Pareil pour le harnais. Ça évite que quand les familles adoptent le chiot et qu'ils lui mettent le harnais, le chien se stoppe, s'assoit. En fait, qu'ils mettent le harnais pour aller faire une balade, et en fait le chien il sait pas ce que c'est, il s'assoit, il attend, il se gratte. Il se gratte, il marche comme si il y avait quelque chose vraiment autour de lui de très très grave. Et ça permet de désensibiliser un peu. Et de partir sur des bases un peu plus sympas quand le chiot arrive dans sa nouvelle famille. Voilà, et donc là, le chiot il est directement opérationnel pour commencer à faire des petits exercices de marche en laisse. Il n'y a pas cet aspect, il faut que je lui apprenne à mettre le harnais, etc. Voilà. Ouais. Donc ça, on l'amorce, on va dire. La marche en laisse, c'est ce qu'on fait la dernière semaine, juste avant qu'ils partent. On leur fait faire des petits exercices de marche en laisse. On part du salon, hop, on descend une marche ou 2, puis on arrive dans la rue et on fait le tour par le jardin et on revient, voilà, avec un pot de Saint-Moré pour qu'ils suivent. Non, après le but c'est d'avoir une initiation, juste le poids du harnais, le poids de la laisse. La connexion entre le harnais et notre main, ils ont du mal à l'apercevoir, ils savent pas trop ce qui pendouille derrière eux là. Oui. Et faut aussi un peu qu'ils s'habituent, donc ça aide aussi. Les chiots à s'adapter à ça avec la famille, et puis la famille aussi ça l'aide parce que ça ira un peu plus vite quand ils essaieront de le mettre en laisse. Voilà. Okay. Et puis enfin le rappel, ça on le fait en permanence, le rappel. Le fait, ouais. Alors nous, comme on n'en a pas qu'un, on a une portée de 4 à 8, donc on fait des bruits de bouche pour qu'ils viennent, et on associe ça en fait à quand on amène les gamelles d'alimentation. Donc c'est vrai que
Ils mettent très très peu de temps à comprendre. Et puis on essaye aussi de bénéficier du suivi naturel des chiots. Nous, quand on le fait en individuel, le chiot, entre rester tout seul dans un endroit qu'il ne connaît pas ou nous, il choisit tout le temps nous, quoi, voilà, parce qu'il aime bien la compagnie, il sait qu'avec nous il y a des trucs rigolos, et du coup voilà, le rappel on le fait aussi comme ça, quand on part dans notre pré avec un chiot, on fait une petite balade d'au moins 150 mètres. Et ça permet de lui montrer que c'est cool de nous suivre et puis qu'il est félicité, récompensé à chaque fois qu'il le fait. Et ça aide aussi à la marche en laisse. Voilà. Ouais. Trop cool. Bon, on parlera de ce que j'ai pu observer avec Siobhan de tout ce travail-là, mais effectivement, c'est bien là, quoi. C'est bien, c'est concret, quoi. On le voit, c'est palpable à la fin, donc c'est chouette. Si vous deviez revenir sur l'objectif et l'importance de tout ce travail de socialisation, de familiarisation, d'éveil, vous diriez que ça mène à quoi? C'est quoi un peu les objectifs et les grands points qui vous tiennent à cœur là-dedans? Je pense que le point principal, c'est la stabilité émotionnelle, en fait. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec l'homéostasie sensorielle, mais ça permet d'avoir des chiens qui sont stables émotionnellement et qui vont pas, par exemple, s'ils ont peur de quelque chose en balade, se carapater très très loin parce qu'ils sont incapables de gérer leurs émotions. Donc ça, je pense que c'est le premier point. Ensuite, c'est la capacité d'adaptation dans les familles. Quand ils arrivent, en fait... ils n'ont pas du tout de mal à s'adapter. Alors parfois, des fois, c'est pas évident pour les familles novices parce que du coup, le chiot va plus vite qu'eux. Donc, c'est des fois un peu le pendant pas négatif, mais du coup qui peut mettre un peu en... Comment dire ? C'est vrai que pour les familles, le jeu commence tout de suite, quoi. Au premier contact, le chiot, lui, quand il les voit à la maison, il est déjà en train de dire bon, qu'est-ce qu'on fait avec toi ? C'est parti, quoi. S'il voit, des fois, on voit des chiots, ils voient un bras d'herbe, ils se bloquent, ils regardent le brin d'herbe. Nous, c'est herbe, cailloux, goudron, c'est parti, quoi. La flotte. Donc là, il faut être tout de suite prêt. Voilà, faut être prêt. Ouais. Après, ils gèrent beaucoup mieux leur stress, donc ça va avec le reste. Et surtout, ce programme, il donne aussi une amélioration de la capacité à apprendre et à se souvenir. Donc du coup, ça permet de vraiment intégrer le chiot dans son mode de vie et de ne pas être limité, en fait, par ce qu'est capable d'apprendre le chien, quoi. Ouais. Donc, et puis ça, il y a aussi le choix sur le tempérament qui fait que, puisqu'il y a des chiots qui sont... qui ont plus de capacité d'apprentissage que d'autres. Donc ça permet de ne pas limiter les familles dans leur projet. Donc je pense que ça, c'est les points principaux de ce que nous donne ce programme, quoi. Ça donne des chiens qui sont vraiment prêts pour une vraie vie d'aventure, quoi. De manière un peu plus concrète, en fait, sur une portée, s'il y a un chiot qui est un peu plus, qui est moins entreprenant, qui est un peu plus en retrait, grâce au programme de socialisation, que ce soit en groupe, en individuel, avec sa mère ou d'autres chiens. En fait, ce programme-là va lui permettre d'avoir plus confiance en lui et de gommer un peu ce petit trait de tempérament qu'il avait au départ et de gagner confiance en lui. À l'inverse, un chien très entreprenant, très fonceur, celui qui court avant de regarder ce qui se passe, lui a tendance à apprendre à attends, je regarde, je réfléchis un petit peu quand même, et après oui j'y vais parce que j'ai très envie, mais ça permet un peu de tempérer un peu les extrêmes et d'orienter un peu le fonctionnement du chiot vers quelque chose de plus facile pour les familles et plus facile pour lui pour s'adapter à toutes les situations qu'il va rencontrer plus tard. Ouais, de plus posé, plus réfléchi, plus... Ouais. Et du coup, on peut peut-être enchaîner sur le résultat, sur mon retour d'expérience avec Siobhan. Je pense que ça ira bien ici. Mais effectivement, de voir... je côtoie quand même pas mal de chiots là, sur ces derniers mois, ces dernières années. Et puis, j'ai déjà eu l'expérience de Charlie il y a quelques années de ça. J'avais jamais vu un chiot aussi résilient, aussi posé, aussi réfléchi que Siobhan l'est. Enfin voilà, je dis ça en toute objectivité, bien sûr, parce qu'elle est formidable. Mais je pense que si j'enlève ma casquette de maman de Siobhan et que je prends ma casquette d'éducatrice, pour voir pas mal de choses et d'en côtoyer beaucoup quand même, je trouve que elle est vraiment
Elle est vraiment très, très résiliente, très posée, vraiment partante pour tout, mais de manière mesurée. Et c'est vrai que je pense qu'il y avait aussi ce truc avec mon compagnon quand on s'est décidé pour un Jack Russell. On était très partant et en même temps on se disait ah, mais ça a quand même beaucoup d'énergie, un Jack Russell, parce qu'à chaque fois qu'on en voyait, c'est vrai qu'on était très... Bon, on se disait, c'est cool, ça nous fait rire et tout, mais est-ce que H24, ça peut être viable ou pas? Bon, on s'est dit, OK, on tente, mais c'est aussi ça qui nous a décidé à passer par cet élevage, parce que vous en parliez aussi sur votre site de l'énergie qu'on peut associer à la race. Nous, on n'a pas un chiot surexcité, quoi. On a un chiot qui est dynamique, qui joue, qui est content, qui est partant pour tout, etc., qui est très joueur. Mais on n'a pas une pile électrique à la maison. Et ça, je trouve que, mine de rien, c'est hyper intéressant et c'est un constat qui est important, en fait, parce qu'il permet de faire ce pas de côté et de sortir un peu des clichés qu'on peut avoir sur les races et en fait de tenir compte que plutôt en fait, la socialisation, le travail qui a été fait en amont, l'éveil, tout le travail en fait, qu'on a fait sur l'individu, il est prioritaire en fait, sur les clichés de race qu'on peut avoir. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment puissant. En fait, je trouve ça vraiment puissant de constater ça aujourd'hui comme ça. Donc voilà, non, c'est très cool. Et sur le côté chiot prêt à découvrir le monde, carrément. Enfin, je peux pas être plus d'accord que ça, quoi. C'est clair que ça va vite. Faut suivre, il faut enchaîner, mais c'est cool. Je voulais revenir un peu avec vous sur les choix des chiots, sur le tempérament, parce que j'ai croisé assez peu d'élevages qui le faisaient. Donc, vous, pour préciser un peu votre démarche, vous faites passer des tests de tempérament aux chiots. Et en fonction de ça, donc c'est des exercices, vous remplissez une grille. Et en fonction de ça, ça va donner un peu des tempéraments types, en tout cas un profil un peu type. Et ça permet du coup de choisir les familles en conséquence. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce fonctionnement-là, des avantages et des inconvénients aussi que ça comprend? On va parler du premier inconvénient, il est temporel. En fait, le caractère du chiot, il n'est décelable qu'à partir de la 6e semaine de vie. Donc ça veut dire que nous, on fait effectivement un test de caractère, c'est le test APET Davidog. On le fait après les 7 semaines pour avoir, parce qu'à partir de 6, le tempérament du chiot commence à s'exprimer. Voilà. Donc on le fait à 7 semaines. Et puis, donc ce test, il est ponctuel, il est sur une demi-journée. Hein. Alors, c'est pas une demi-journée pour chaque chiot, c'est une demi-journée pour toute la portée. Voilà, quelques heures, on va dire, de travail pour nous. Et puis, ça nous permet d'avoir les grands traits de caractère du chiot. Alors, ceux qui sont plutôt stables dans le temps, hein, ça permet de distinguer ces deux types de traits de caractère. Traits de tempérament. Ouais, traits de tempérament. Et l'autre type, c'est les traits de tempérament qu'on va pouvoir modifier grâce à l'éducation et l'incidence du mode de vie sur le chiot. Voilà. Ouais, ok. Donc ça, bien sûr, on ne fait pas juste un seul test sur 25 minutes sur le chiot, c'est couplé avec toutes les observations qu'on a au quotidien depuis leur naissance. Par exemple, on les emmène chez le véto à 8 semaines, on regarde comment ils se comportent chez le véto. Quand on les met sur la table, par exemple, la terreur de la portée, quand il est sur la table chez le véto, des fois, il bouge plus et il ouvre des grands yeux. Voilà. Ou alors, il reste la terreur de la portée qui saute sur la véto, qui mange le stéthoscope. Voilà. Après, il y a ceux qui sont, quand on les met sur la table, rien ne va plus. Et puis quand la véto vient, il dit « Ah, cool, quelqu'un qui peut me faire des câlins ». Et là, il change complètement de comportement. Voilà, donc ça donne en fait d'autres indications quand on les met seuls, quand on les met en cache par deux, quand on les met avec un autre adulte, comment ils sont entreprenants avec les autres chiens. Enfin, on couple un peu, on croise toutes les différentes infos et ça permet d'établir un petit paragraphe sur le caractère du chien, le tempérament du chien. Sachant que le test, pour revenir un peu sur le test APET, c'est un test donc, qui dure à peu près 35 minutes par chiot et qui se fait de façon individuelle dans un lieu que les chiots ne connaissent pas. Ça, c'est un point important. La première partie du test, donc les 6 premiers exercices, sont faits avec une personne qui est totalement inconnue des chiots.
L'autre partie, elle est faite par l'éleveur. Donc, c'est Julien qui le fait. Moi, j'annote en fait tout ce que je vois sur la grille critériée dont tu parlais au départ. Et voilà, ça nous donne une vision du chiot comme s'il arrivait finalement dans sa nouvelle famille. Puisque c'est des gens qui ne connaissent pas, un lieu qu'ils ne connaissent pas, et ils se retrouvent majoritairement tout seuls, ou du moins avec un chien qu'il ne va pas connaître. Parce qu'on a aussi un exercice avec un chien qui est moins connu. Alors nous, tous nos chiots, ils connaissent nos chiens, mais il y en a qu'on réserve en fait pour le test et qu'on met moins pour que le chiot les connaisse pas trop non plus et que ça montre un peu plus de choses. Voilà, okay. Ça c'était pour repréciser à quoi nous servait le test. Et effectivement, après il y a tout ce qu'on voit évidemment pendant la période où, en gros de 3 à 9 semaines, mais ce test il nous permet des choses qu'on peut pas voir quand ils sont en groupe en fait. Ou quand ils sont dans des lieux connus en tout cas. Ouais, on a des fois des chiots qui sont très entreprenants au sein de la portée, avec maman dans le parc parce que c'est connu, et quand ils se retrouvent tout seuls dans un endroit pas connu avec quelqu'un qu'ils connaissent pas, c'est plus du tout le même chiot, quoi. Ça change radicalement, c'est impressionnant. De faire des observations qu'en groupe, ça induit des erreurs. Et juste un petit point de détail, le test dure 35 minutes, mais on le scinde en deux avec une pause pour pas que le chiot soit sollicité aussi longtemps en fait, d'un seul coup, quoi. Ouais. Okay. Maintenant qu'on a le tempérament, c'est pas le tout. Il faut aussi trouver une famille qui a un mode de vie en fait qui corresponde au tempérament. Voilà. Donc ça passe par la prise de contact des familles qui voudraient un chiot de chez nous. Il y a une présentation. Donc nous, ça nous permet de voir un peu comment ils vivent. Et puis après, c'est complété par un entretien au téléphone. Donc là. C'est moi qui le fais, donc je réponds déjà aux questions des gens, c'est plutôt normal, et puis après c'est moi qui en pose, voilà, donc il y a quand même pas mal de questions à aborder, et puis l'idée, c'est vrai, c'est demander le temps de présence, qu'est-ce que vous avez prévu de faire avec le chien, qu'est-ce que vous aimeriez comme... Que votre chien soit capable de faire, qu'est-ce que vous avez prévu de faire avec lui, les grands traits de caractère qui vous semblent importants pour votre chiot. Et puis après, nous, l'idée, c'est qu'au moment des réservations, donc quand les chiots ont 8 semaines, on fasse le bon appareillage entre le mode de vie des familles et le tempérament du chiot, quoi. Voilà. Ouais, ok. Mais c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que déjà, je trouve que ça met dans un mode de projet. C'est bête à dire, mais on se projette vraiment. Et quand on nous pose la question... qu'est-ce que vous voulez faire avec votre chiot ? Comment vous l'imaginez ? Quel trait de caractère, quel trait de tempérament vous aimeriez voir ou pas ? Qu'est-ce qui pourrait vous déranger, etc. C'est aussi des choses que je fais moi dans mes séances pré-adoption, d'essayer de projeter les gens dans vraiment le futur avec un chien adulte, mais aussi avec un chiot, parce que je trouve que c'est important d'avoir les deux. Donc ça, déjà, je trouve que c'est super pour investir les gens dans ce projet-là. C'est top. En termes de temporalité, pour l'avoir du coup vécu et avoir expérimenté tout votre processus, y a quand même cette incertitude en fait jusqu'à la fin de pouvoir avoir un chiot ou pas. Et je trouve que cette incertitude, elle est importante, et j'avais envie de le placer là dans cet épisode parce que à la fois c'était des semaines interminablement longues de ne pas savoir en fait si dans tant de temps ou à telle date il y aura un chiot qui arriverait ou pas à la maison, donc ça implique de se préparer un peu dans l'incertitude, mais en même temps on sait ce qui nous attend, et ça, mine de rien, je trouve que ça fait vraiment toute la différence pour avoir eu du coup 2 expériences chiots qui venaient d'élevage avec Charlie. Donc Charlie, j'ai su tout de suite, je voulais un mâle, il y avait qu'un mâle sur la portée, donc il n'y avait pas de question. Le choix s'est fait tout de suite. Je l'ai rencontré quand il avait 1 mois. Et donc, je savais que j'allais avoir un chiot, c'était sûr. Mais par contre, je ne savais pas qui il était. Parce que je n'avais pas de descriptif sur son tempérament, sur comment il était avec la portée, tout seul, comment il grandissait, etc. Moi, je l'avais vu à 1 mois, mais on sait que le tempérament d'un chiot à 1 mois et à 2 mois, il peut être littéralement différent. Et là, c'était le cas. Et c'est vrai que, mine de rien, pour l'après, moi, j'ai trouvé que mon expérience avec Charlie avait été vraiment difficile, parce que j'étais préparée, je m'étais projetée avec un chien adulte qui serait comme ça. Mais là, j'avais un chiot qui était juste hyper excité, hyper indépendant et c'était vraiment déroutant, quoi. Alors que là, dans mon expérience avec Siobhan, en fait, mine de rien, je savais pas si ça allait le faire ou pas. J'avais quand même fortement espoir, et on avait tous un grand espoir que ça se fasse, mais
y avait quand même cette part d'incertitude parce qu'on était au milieu de la liste d'attente et donc potentiellement il y avait d'autres personnes qui pouvaient l'avoir choisi avant nous si ça matchait. Mais mine de rien, une fois que ça a été sûr, on savait qui allait arriver chez nous, quoi. On savait à peu près quel niveau d'énergie ça allait être, comment est-ce qu'il allait falloir s'organiser ou pas, en fonction de ce qu'on avait projeté. Et du coup, mine de rien, c'était beaucoup plus fluide en fait quand elle est arrivée parce qu'on était... Bon, on avait aussi plus d'expérience, c'est sûr, mais on était aussi plus préparés à quel être allait arriver dans notre vie. Et ça, mine de rien, je trouve que ça fait vraiment, vraiment toute la différence. Donc, je voulais le noter dans cet épisode parce que je trouve que c'est un point qui est quand même... qui n'est pas anodin dans la première expérience. On a beaucoup parlé de Puppy Blues sur ce podcast depuis le départ. Et je trouve que, mine de rien, ça joue énormément, en fait, de pouvoir s'y préparer ou pas mentalement à qui est-ce qu'on va accueillir chez nous, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est une contrainte qui est importante pour les familles, c'est que des fois, elles attendent depuis 6 mois ou un peu plus. Et elles suivent la portée sur le blog qu'on fait, elles voient toutes les activités qu'on fait, elles voient les caractères qui apparaissent. Et du coup, ils ne savent pas s'il va y avoir un chiot pour eux. Voilà. Y a des gens qui sont déçus de ne pas être premiers sur la liste parce qu'ils se disent mince, si je ne suis pas premier, ils vont prendre tous les meilleurs chiots avant moi. Mais en fait, il n'y a pas de meilleur chiot. C'est celui qui prend le premier choix. Il prend le meilleur chiot, le plus adapté pour lui, mais peut-être que le pire chiot qu'il n'aurait jamais voulu prendre, ça sera le meilleur chiot pour la personne juste derrière, en fait. Et ça dépend vraiment des projets de vie, ça dépend du mode de vie des gens et du caractère du chiot. Voilà. Donc il y a une position, parce qu'on ne peut pas tous faire... les gens ne peuvent pas tous choisir en même temps, sinon c'est un bazar pas possible. Mais il y a quand même un ordre, mais il faut toujours... Il y a des gens qui choisissent en dernier, et puis il ne reste plus qu'un seul chiot, et ils nous disent c'était notre préféré. Et du coup, ils sont super, super contents. Voilà. Et ça vous arrive souvent, ça, en plus? Oui, ça arrive plutôt souvent, oui. Oui, et puis après, en fait, les gens, ils se disent finalement... sur une portée, après les chiots, c'est quand même dur de dire ah non, lui il est extrêmement moche. Voilà, les chiots, et les gens ils disent ils sont tous mignons, et c'est plutôt ça quand même. Et puis après, quand le trait de caractère arrive, ils se disent finalement ce chiot là, il a le même caractère à peu près que lui, il y a lui qui est un peu différent, et puis nous en fait dans notre estimation du tempérament, on va leur dire en fait ces 3 chiots pourraient correspondre. Si vous partez un peu plus avec celui-là, vous aurez peut-être un peu plus tendance à travailler de restreindre un peu les activités du chiot parce qu'il est un peu plus entreprenant. Mais si vous prenez celui-là, qui est un peu plus introverti ou un peu moins entreprenant, il va falloir travailler plus la mise en confiance et prendre son temps pour les activités. Et en fait, ça, les gens, ils le comprennent et ils se disent que finalement, en fait, ce chiot-là pourrait convenir. C'est juste que je ne vais pas travailler les mêmes choses au départ avec le chiot. Ils saisissent bien aussi que le tempérament reste en partie modulable. Voilà. Si on travaille dessus rapidement. Ouais. Et il y a un point qu'on n'a pas noté, c'est que dans votre élevage, le choix des chiots ne se fait pas ni sur des critères physiques, ni sur des critères de sexe, ou en tout cas, sauf cas de force majeure. Voilà. Mais bien sur le tempérament. Et je trouve que même ça met vraiment dans une dynamique on va cohabiter avec un chien qui a un caractère, un tempérament, qui est comme il est, et pas avec un berger australien bleu merle, pour citer qu'un exemple. Voilà, c'est exactement ça. Puis la couleur, en fait, les gens, dès qu'ils ont le chiot chez eux, ils en font abstraction. Enfin, une couleur, on s'y habitue, quoi. Enfin, ça a aucune importance, en fait. Alors que le tempérament, on est avec le chien, avec son tempérament en permanence. C'est ça. Donc, c'est un point qui a été important pour nous de suite, quoi. La couleur, ça avait aucun intérêt, quoi. Et bon, quand on a eu Azeda, qui fait partie de nos tout premiers chiens, je me rappelle dans ma recherche, je cherchais un chien avec un cocard. Donc, je suis pas toute blanche sur le début. Et quand Azeda avec une Jack Russell. Qui est une Jack Russell, qui est la Jack Russell, formidable, géniale, voilà. Et en fait, elle est formidable, mais elle a pas de cocard.
Et pour autant, voilà, je m'en fiche. Et elle avait un superbe masque marron sur toute la tête. Aujourd'hui, elle est toute blanche parce qu'elle a certainement un gène du grisonnement qui fait qu'à 5 ans, elle avait déjà quasiment la tête toute blanche. Et en fait, elle aurait pu être jaune à pois bleu, je m'en fiche, quoi. Tellement son tempérament est extraordinaire. Et en fait, on vit avec ce tempérament-là et certainement pas avec sa couleur qui, en plus, s'est modifiée au fil du bien temps. Sûr. Ouais. Je ne sais plus qui l'a dit, mais on l'a vu passer il n'y a pas très longtemps. Un très bon chien ne peut pas être de la mauvaise couleur. Oui, c'est moi qui l'ai mis. C'est toi qui l'as écrit, quoi. J'adore. Non, mais on voit qu'il suit sur les réseaux sociaux, c'est bien. Ouais, mais du coup, c'est pas toi qui l'as écrit. Ah non, c'est pas moi qui l'ai écrit, mais c'est moi qui l'ai mis sur le réseau où tu l'as vu, par contre. Je sais plus qui l'a écrit, ouais. C'est un nom un peu compliqué, mais je l'ai noté sur Instagram, tu vas voir. J'adore. Mais ouais, non, c'est clair. Et puis, je trouve que finalement, ce choix sur le tempérament et de se mettre dans une dynamique de projection, ou en tout cas de peser les choses, de prioriser les choses qui sont importantes pour les gens ou pas, sur vraiment le mode de vie du chien après. Ça permet aussi déjà d'instaurer une relation humain-chien qui va beaucoup mieux matcher parce que voilà, on est sur des tempéraments qui matchent, quoi. Donc globalement c'est une bonne amorce de la suite, quoi, parce que c'est un peu ça qui fait tout quand même, la relation. Bah c'est ça, normalement on met plus de chance du côté du chiot et de la famille pour que ça se passe bien. Ouais. Trop bien. C'est l'objectif. Ouais. Le temps file très très vite. Pour passer rapidement sur la partie conseil, ça serait quoi un peu pour vous les critères de sélection d'un bon élevage ? Alors, je pense qu'il faut sélectionner un élevage qui a du temps à consacrer à ses chiots et aussi à ses chiens. Donc, c'est généralement un élevage de petite taille. Il y a aussi des élevages avec plus de chiens, mais avec plus de personnes qui travaillent. Et ça permet d'avoir du temps de qualité avec les chiens. Beaucoup d'éleveurs, dans leurs annonces, mettent chien élevé en famille ou élevage familial, parce que c'est un bon argument pour vendre. Essayez de vérifier ça, en fait. Vérifier si l'éleveur, effectivement, a les chiens avec lui au quotidien, passe du temps avec et passe du temps de qualité. Voilà. C'est bien aussi d'avoir confiance dans son éleveur. Donc, nous, ça se passe par le suivi de la portée sur le blog, l'échange téléphonique, et puis, en fait, les gens, quand ils viennent nous voir pour la première fois, ils ont déjà l'impression d'être chez eux. Je pense qu'ils voient tellement notre maison. Et alors, c'est Chris qui prend les photos et les vidéos, donc il me voit moi. Mais je suis moins beau que Chris, mais voilà. Et ils ont l'impression un peu de nous connaître, quoi. Il y a beaucoup de gens qu'on voit pour la première fois, et en fait, on a du mal à se vous voyer, quoi. Voilà. Ouais. Okay. Ensuite, c'est bien d'avoir sélectionné un élevage sur les tests de santé et le dépistage des maladies cliniques et génétiques. Voilà. Ouais. Vérifier que l'éleveur a bien les tests ou qu'au moins qu'il les donne à disposition pour donner une trace, une preuve de ce qu'il a fait. Voilà. Un éleveur aussi qui pourrait prendre soin de ses retraités au maximum et qui les garde auprès de lui quand tout est possible, voilà. Ça, c'est aussi un bon indicateur. Quelqu'un qui, bien sûr, pratique une socialisation intelligente et adaptée. Voilà, on ne peut pas toujours tout faire tout de la même manière pour les chiots. Il faut le faire au bon moment, il faut l'individualiser et voilà, le faire de manière intelligente et adaptée. Voilà. Quand c'est annoncé que le choix du chiot se fait sur le tempérament, il faut au moins attendre les 7 semaines du chiot pour pouvoir choisir. Donc, on peut choisir des chiots avant cette semaine, mais ça ne sera pas sur le tempérament du chiot. Voilà. Puis enfin, donc un éleveur qui s'intéresse à ce que vous faites, quoi, qui vous demande comment vous travaillez, si vous êtes loin, si vous êtes proche, qu'est-ce que vous avez envie de faire avec le chien, et qui cerne un peu votre mode de vie et qui s'intéresse aussi à vous. Voilà, parce que forcément, il s'intéressera à quelles conditions de vie vous allez pouvoir offrir au chiot que lui a fait naître. Voilà, Voilà un peu quelques détails. Très bien, merci. Pour tous ces bons conseils, c'est très, 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 très chouette.
Et d'ailleurs, si jamais j'avais déjà fait un épisode avec Audrey sur le choix du bon élevage, qui nous avait aussi expliqué sa vision de l'élevage, sa philosophie qui est assez proche de la vôtre. Donc je vous remettrai le lien en barre d'infos de cet épisode si vous voulez aller l'écouter en complément. Pour passer à la partie conclusion, je posais la question à 1000 euros. Qu'est-ce que ça a changé à vos vies de vous lancer dans l'élevage et qu'est-ce que ça vous apporte au quotidien ? Alors déjà, on n'a jamais vécu sans chien, donc on se serait jamais imaginé vivre sans chien, parce que ça nous apporte vraiment beaucoup. Bon, déjà un équilibre, rien que le fait de vivre avec eux, d'avoir leurs responsabilités, de sortir régulièrement en balade, tout ça, ça amène un équilibre de vie et un mode de vie plus sain aussi quand même. Et l'élevage, en fait, c'était aussi une envie de se dépasser et de faire les choses au mieux. Ça a toujours fait partie de notre philosophie, c'est de s'améliorer, de ne pas rester statique et de chercher comment on peut faire les choses différemment, de la meilleure façon, se tenir au courant des actualités. C'est pour ça aussi que on essaye de traduire un maximum de documents, parce qu'il y a beaucoup de choses en anglais et il y a beaucoup de choses intéressantes, et notamment outre-Atlantique. Et après, les chiens, en fait, rien que par leur présence, ils sont un soutien émotionnel, on en parlait tout à l'heure, calmer les angoisses. Moi, s'il y a des nuits où je fais des insomnies, je vais chercher un de mes chiens, en fait, quoi. Je le prends avec moi et après ça va mieux, en fait, j'arrive à dormir. Donc ça, c'est le chien, il nous aide aussi là-dessus. Et puis surtout, ils nous font rire, en fait. Rien que de les regarder, interagir entre eux, interagir avec les chiots, interagir avec Lou aussi, parce qu'on n'en a pas tant parlé, mais on a une petite fille de 4 ans et vivre avec des chiens, j'ai vraiment l'impression que ça fait partie de son bonheur, quoi. D'ailleurs, quand elle en parle aux gens qu'elle connaît moins, elle cite les chiens, elle cite bien sûr Azeda parce que c'est sa préférée, un peu la préférée de tout le monde. Mais on sent que ça lui apporte à elle aussi énormément de choses. Ouais. Trop cool. Est-ce qu'il y a des ressources que vous aimeriez partager à nos auditeurs ? Alors oui, moi j'ai fait une petite sélection de choses. Bon, ça concerne principalement le développement du chiot. Donc on a Pupiculture, Badass Breeder, Avidog qui est maintenant renommé Good Dog, Breeding Better Dog aussi. Donc ça c'est des choses plus axées vraiment au développement du chiot. Et après il y a Puppy Puzzle aussi. Donc ça c'est plutôt sur la morphologie du chiot, parce qu'on estime en gros qu'un chiot de 8 semaines il a le format qu'il aura adulte. Et donc ça peut être intéressant pour le sport. Par exemple, si on nous demande un chien pour aller faire de l'agility, on va prendre un chien qui n'a pas trop de longueur de dos, qui a plutôt une hauteur de patte correcte, parce qu'on sait qu'on mettra plus de chances de notre côté pour déjà qu'il n'ait pas de problème articulaire et qu'en plus il aille potentiellement un peu plus loin dans ce type de sport. Donc, c'est un exemple, mais voilà. Donc moi, c'est les ressources des dernières années qu'on a le plus utilisées. Ok, trop bien. À qui est-ce que vous passeriez le micro pour un prochain épisode ? Alors, on a décidé de passer le micro à Margot Brousse, donc, qui est une éducatrice canine. Donc, son nom d'éducateur, c'est Fried Dog. Elle nous a pris un chiot en 2016. Donc, Nag, avec qui elle a fait de l'obéissance et maintenant elle fait du frisbee. Donc, en fait, elle a une philosophie de l'éducation qui est hyper intéressante et elle mêle en fait le sport canin avec. Et ça, je pense que ça peut être intéressant sur un épisode de voir comment on met tout ça en place et comment on le propose en fait aux clients en fait, en fin de compte. Ok, trop cool, trop bien. Trop chouette. Où est-ce qu'on peut rediriger les auditeurs du coup qui souhaiteraient suivre votre travail, en apprendre plus encore, parce que vous avez énormément de ressources disponibles? Où est-ce qu'on les redirige?
Alors, on les redirige vers le site déjà, donc notre site internet. Après, on a un blog en fait pour chaque portée qu'on fait naître et sur lequel semaine après semaine on montre le développement, on prend des vidéos, on prend des photos, on essaye d'expliquer tout notre travail. Donc ça démarre à la naissance jusqu'au moment du départ des chiots, plus les chiots qu'on garde des fois un petit peu plus longtemps pour montrer la deuxième partie de la socialisation dont on a pas trop parlé, mais nous, toute notre socialisation jusqu'à 9 semaines, en gros, elle est importante, mais elle s'arrête pas là puisqu'elle va jusqu'à 16, donc il y a une grosse partie qui est à faire aussi dans la nouvelle famille. Oui, ça fera l'objet d'un épisode. Parfait. Et donc du coup, on a aussi les 2 réseaux sociaux, donc Instagram et Facebook, où on est présent de façon assez régulière. Trop cool, trop chouette. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Un grand merci pour tout, j'ai envie de dire, pour cet épisode et puis pour ce petit être formidable que vous avez mis dans ma vie, qui fait quand même le bonheur de tout le monde. Donc, un grand merci. C'était super chouette d'échanger sur tous ces sujets. Merci beaucoup pour tous ces conseils, pour toutes ces bonnes inspirations. Voilà, j'espère que ça inspirera plein d'autres élevages à toujours progresser plus, parce que je pense que tout le monde est guidé par une volonté de bien faire, ou en tout cas une grosse majorité des éleveurs est quand même guidée par une volonté de bien faire, donc c'est cool d'avoir partagé toutes ces ressources aussi. Donc un grand merci à vous. Merci à toi. Merci à toi, oui. C'était super chouette. Ouais, trop cool. Et à bientôt. Merci beaucoup. Salut. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup de vous être rejoints à ma conversation avec Christelle et Julien et de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant @élevagecanin_australie-boréal et @lanicheaventure. Pour enrichir votre écoute, ne rien rater des prochaines sorties et pourquoi pas vous faire accompagner dans l'éducation de votre chien, n'hésitez pas à visiter mon site, à soutenir mon travail sur Tipeee, à vous abonner à la newsletter et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine!